qui veut dire principalement deux choses, mais deux choses toujours couplées, c'est la raison et la parole. Le mot logos, il signifie cela. Il signifie à la fois la raison et la parole. Parfois, il peut vouloir dire également le calcul, il peut désigner un mot ou une phrase, ou une... Et donc, parole et raison. Et les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque on définit, par exemple, l'être humain comme être parlant, et que dans d'autres cas ou d'autres occasions, on le définit comme être doué de raison. C'est rigoureusement pareil. C'est le même adjectif qui est en grec logikon, sur logos, parole, raison. Vous avez logique, logikon, qui signifie parlant ou bien doué de raison, ou bien pensant. Et il y a eu d'autres traductions de cela. Vous savez, quand, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer dans une minute, lorsque Jean commence l'évangile par « au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était en Dieu », c'est Logos. C'est juste, ça a été traduit, je ne sais pas pourquoi, en latin par verbum, et on a en français traduit par verbe, c'est l'idée de la parole raison, qui après devient christianisée, comme ça, divinisée. Mais pour les Grecs, le logos, c'est à l'intérieur de cela, et par les règles mêmes de la logique, que se développe la pensée. Et le dia, dont je parlais, qui est toujours le à travers. Alors vous avez aussi un autre mot qui est lié à dia et à logos, qui est le mot grec dialektikos, qui veut dire dialoguer d'abord. Tout ce que nous appelons, et ça a pris ensuite d'autres significations, mais ce qui est dialectique, ça ne veut rien dire au départ d'autre que dialoguer. Et dialoguer, c'est ce qui, encore une fois, c'est pas deux personnes face à face, c'est bien l'idée qu'on chemine dia à travers la parole et la raison. Et les deux ne se distinguent pas. Alors pour nous, c'est un peu bizarre, parce que nous pouvons avoir souvent le sentiment qu'il y a des paroles qui peuvent être illogiques, déraisonnables, et qu'il peut y avoir peut-être des raisonnements ou qui ne sont pas toujours explicités ou parlés. Mais pour les Grecs, il y a ces deux significations qui sont collées, en quelque sorte. Sont collées également les significations du sage et du savant. C'est le même mot, sophos. Sophia, c'est à la fois la sagesse et la connaissance. Philo, Sophia, c'est, vous pouvez le traduire par philo. Vous m'arrêtez quand vous en avez marre du grec. Philo, ça veut dire aimer, et aimer d'amitié. Il y a un autre mot qui est héros, pour dire aimer physiquement, l'amour, l'érotisme. On recherche ce qu'on aime. Donc philo, sophia, c'est à la fois le désir ou la recherche, soit du savoir, soit de la sagesse. C'est le même mot, et de même que vous avez logos, qui veut dire parole et raison, vous avez sophos, qui signifie sage et savant. Si on est savant, alors on est sage. C'est bizarre pour nous. C'est bizarre pour nous. Mais les Grecs ont cette idée que une connaissance, même purement mathématique, elle transforme celui qui la possède moralement. C'est pas notre... Si vous voulez, le savant fou, c'est impossible pour un grec. Ça naît, ça c'est le savant fou, c'est la menace diabolique constituée par la science et la technique. C'est Faust, c'est le Faust de Marlowe chez les Élisabétains, etc. C'est l'idée que le savant pourrait être mauvais. Ça, c'est impossible pour un grec. Le savant, il est sage. Et il y a cet extraordinaire moment dans le Gorgias de Platon où
Socrate dit à Calliclès, qui est un personnage probablement inventé, mais c'est le méchant, vous voyez, c'est celui qui fait l'éloge de la force, de la tyrannie, de la dictature, qui dit qu'être injuste c'est bien si ça profite, enfin voilà, il ne va pas dans le détail. Et Socrate lui dit, si tu dis des choses pareilles, c'est que tu ignores la géométrie. Pour nous c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et le type, il aime bien le profit et il dit qu'il faut agir à son avantage. Et cela lui, tu ignores la géométrie. Ça veut dire que tu n'as pas été transformé par le savoir. Et tu n'as pas été transformé moralement. Donc, vous rappeliez tout à l'heure, quand un philosophe parle, on a oublié la question qu'on lui a posée, mais moi, est-ce que je suis loin de ce que vous... C'était dialogue. Oui, c'est ça, écrit sur le fait du chemin. Oui, le chemin et de cheminer à travers le langage, cette notion de cheminer. Alors, c'est probablement aussi parce que, d'une certaine manière, tout traversée d'un raisonnement, toute traversée d'une pensée et examen d'une question, c'est un cheminement. C'est un cheminement comme, je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur la marche, si vous voulez. C'est un cheminement parce que on va passer, d'une certaine manière, d'une idée à son opposé, on va regarder une proposition et l'objection et le contraire, on va peut-être choisir l'objection et donc changer de pied, et puis repartir dans l'autre sens, et c'est comme ça que l'on avance, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a, je suis pour ma part, après ça peut se discuter, mais convaincu que ce qu'on appelle la marche de la pensée, c'est une sorte de passage permanent du déséquilibre à l'équilibre et ainsi de suite. La dialectique, même la fameuse dialectique de Hegel ou celle de Marx, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui engendre son contraire, c'est pas comme la monarchie absolue en France engendre la Révolution française, et puis que ce contraire engendre à son tour sa propre négation, comme la Révolution française finit par engendrer non seulement la terreur, mais le Premier Empire qui rééquilibre. Il y a cette idée, finalement, cette idée de marche, de dialectique et de dialogue, elles vont ensemble, et elles vont ensemble dans l'idée de mouvement qui se déséquilibre et équilibre. Avant de clôturer, au tout début, quand on vous a sollicité, notre interrogation, c'était d'un côté, il existe une forme de pensée réflexe, rapide, la pensée du SMS, la pensée du tweet. Trump en est un magicien incontournable. Et de l'autre côté, ce sur quoi nous cherchons, la pensée réflexive. Si vous deviez vous mettre deux éclairages entre cette notion de pensée réflexe, entre guillemets, de pensée réflexive, qu'est-ce qui vous vient? Un embarras parce que... Non, je vais dire ce qui m'embarrasse. C'est que, d'une certaine manière, penser ne prend pas de temps. Alors que réfléchir en exige. Et c'est pas du tout évident, ni simple, j'ai pas de solution, hein, de comprendre l'écart entre les deux. Parce que je vois bien que l'on doit, et c'est légitime, critiquer l'exigence d'instantané. On ne répond pas à toutes les questions en une demi-seconde. Et en même temps, je suis convaincu qu'il y a des pensées qui ne prennent pas de temps, et qui peuvent être extrêmement riches, qui peuvent prendre beaucoup de temps à développer. Vous voyez, vous avez je sais pas, un auteur comme Schopenhauer, par exemple, à 17-18 ans, il a compris ce qui va l'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, mais ça c'est un peu... vous pouvez donner aussi à quelqu'un
parce que vous l'avez pensé en 3 secondes, un conseil ou avoir une invention qui va lui permettre de travailler toute sa vie ou de gagner de l'argent ou tout ça. Enfin, je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'il y ait un rapport fin et direct entre temps de conception et temps de la pensée. Et pourtant, pour comprendre les choses, pour faire le tour des questions, et donc il y a une double temporalité, il me semble. Ça doit être Poincaré qui raconte comment il a découvert, je ne sais plus laquelle de ces théorème de physique, Henri Poincaré, en descendant de l'autobus. Mais c'est pas parce qu'il est descendu de l'autobus, c'est parce que ça faisait 20 ans qu'il faisait de la physique. Vous voyez, simplement, il faisait de la physique depuis 20 ans, il se posait ces questions, mais il a eu l'éclair de solution en moins d'une seconde. Et donc, voilà, c'est le rapport entre ce temps long et cette instantanéité qui est, me semble-t-il, difficile à accorder, mais qui est probablement au cœur de mes préoccupations et des vôtres. J'avais une petite question, c'est difficile de poser des questions après ce matin, parce qu'on vous a dit que la réponse était déjà dans la question, donc c'est compliqué. J'étais pas là ce matin, donc c'est pas grave. On va être évalué dessus. En plus, on peut être évalué dessus. La question, c'était dans le codage et dans tout le mouvement qu'on fait ici, le développement, coaching, etc., agilité, on est quelque part, à mon sens, en train de remettre les gens en contact les uns avec les autres dans un dialogue constructif, etc. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a une tendance de fond massif sur la procédurisation, la judiciarisation. Les gens, là on l'a vu avec les HLBD, toutes les entreprises demandent à leurs sous-traitants, etc., à signer des papiers disant cœur sur la main sur la Bible, qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait, etc. Et donc on se rend compte que l'émotion quelque part créée chez certains dirigeants fait qu'ils transforment la société en quelque chose de totalement robotisé et du coup ça crée du stress et ça crée une rétractation à mon avis des gens. Et donc nous on est dans la lutte un peu contre ça, mais quel est comment est-ce que vous voyez cette tendance? Est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est quelque chose où il y a des leviers sur lesquels on peut jouer mieux? Il me semble, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais il me semble qu'il y a une tendance forte, lourde, de notre société à finalement vouloir gommer toutes les parts d'ombre. Vous voyez, la part d'ombre du désir, des affects, des pulsions, des rêves, et que il faudrait que tout fasse nécessairement l'objet de deals transparents, explicites, préalables. C'est ça que m'évoque ce que vous appelez la judiciarisation. Ça veut dire quand même qu'on rêve de quelque chose qui soit suffisamment lisse et de relations humaines où il n'y aurait pas d'aspérité, ou vous voyez, pas d'une certaine manière, pas d'inconscient non plus, pas de part d'ombre, de choses cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient faciles ou difficiles. Et là, ça se joue aussi bien sur les relations entre les sexes, ça se joue sur les relations employeur-employé, ça se joue, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a que de mauvais aspects dans tout ça, pas du tout, mais il y a quand même cette pente, je crois, qui consiste à vouloir penser ou croire que la transparence, l'explicite et le lisse dominent partout, ce que pour ma part je ne crois pas et que même je ne souhaite pas. Voilà. Je vous réponds partiellement, parce que... Cher Roger Paul Droit, je crois que nous sommes à la fin
de notre rencontre de cet après-midi et qu'il nous reste à vous dire un grand merci. Très bien. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent lire mes chroniques ou des choses comme ça, j'ai un site, www.rpdroit.com. C'était une page de publicité, mais comme je n'ai pas je touche pas d'argent sur le site. Très bien. C'était la page de publicité. Merci beaucoup. Alors, Il est sur le site. La vidéo est sur le La site. vidéo est postée sur YouTube. Oui, Tous philosophes, mais point elle est sur mon site. d'interrogation. Elle est sur le site depuis toujours. merci à tous. Merci. Nous faisons non seulement une page de publicité, mais une page de pause. Nous nous retrouvons www.rp3. à 16h30, tous ici. Vous êtes priés de vous aérer et vous avez des suggestions d'activités très riches, page 12, comme par exemple préparer votre récolte, commencer à remplir votre feuille d'évaluation, finir les défis out of the box pour ceux qui voudraient s'entêter, ou d'autres choses, voilà. Et regardez les affiches et faire connaissance avec ceux que vous n'avez pas encore rencontrés. Rendez-vous à 16h30. Encore merci.